Diddy Combs. L'un des accusateurs de Sean Diddy Combs ne peut plus rester anonyme. Pendant ce temps, le gouvernement réfute les allégations selon lesquelles il aurait divulgué des informations. Et les procureurs soutiennent que Diddy n'a pas droit à plus de détails sur l'affaire à ce stade. Dans un retournement de situation surprenant qui a donné lieu à de nombreuses spéculations au tribunal, l'un des principaux avocats de la défense de Diddy, Mark Agnifilo, a brusquement quitté une audience récente. Connu pour gérer des dossiers complexes, avec des clients de renom, le départ soudain d'Agnifilo soulève des questions sur ce qui se passe en coulisses. Restez avec nous pendant que nous plongeons dans les derniers développements et découvrons les derniers détails des documents judiciaires dans l'affaire de P. Diddy. Bien qu'il ne soit pas inhabituel que des avocats se retirent d'une affaire pour diverses raisons, des départs comme celui-ci soulèvent des questions sur d'éventuels conflits au sein de l'équipe de défense de Diddy. Des désaccords sur la stratégie juridique ou une dynamique inattendue dans une affaire qui fait déjà l'objet d'une attention médiatique intense. Cette situation pourrait indiquer des tensions plus profondes dans le combat juridique de Diddy, ce qui pourrait conduire à un changement de stratégie de défense. Alors que les avocats restants s'habituent à la perte de l'un de leurs membres clés. Le terme « freak-offs » a suscité différentes interprétations. Certains soutiennent qu'être un freak n'est pas intrinsèquement illégal, mais forcer les autres à s'engager dans des activités contre leur volonté l'est certainement. Avec la richesse et le manque de responsabilité, il est facile de perdre de vue la réalité. Diddy a ressenti la pression, surtout lorsqu'il réfléchit à la façon dont son cercle d'amis s'est rétréci et qu'il n'est plus aussi présent qu'avant. Pourtant, il a le sentiment sous-jacent qu'il n'est peut-être pas complètement innocent. Après tout, avoir toute cette huile pour bébé fait froncer les sourcils. La vérité, c'est qu'il se bat chaque jour avec acharnement et il semble déterminé à continuer de se battre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, financièrement ou autrement. Étant donné la gravité des accusations auxquelles il fait face, on peut se demander s'il ressent une quelconque peur, en particulier à l'idée d'être enfermé dans un endroit comme Rikers Island. La gravité de la situation est mise en évidence par les mandats de perquisition récemment exécutés et les preuves recueillies, qui comprennent des vidéos et, bien sûr, cette huile pour bébé. Ce dont Diddy a vraiment besoin, c'est que quelqu'un lui dise la vérité. Il risque une longue peine de prison. Il est fort probable que des personnes de son entourage se soient vues offrir l'immunité pour témoigner contre lui. Mark Agnifilo, l'un des principaux avocats de la défense de Diddy, a déjà représenté des clients controversés et possède une riche expérience dans les affaires à enjeux élevés, notamment celles impliquant le racket, le trafic et les crimes en col blanc. Son travail passé sur des affaires comme Next Ivory M, où il a défendu Keith Raniere, qui a ensuite été reconnu coupable de trafic et de racket, a fait sourciller. Mais cela met également en évidence sa capacité à gérer des défis juridiques complexes. L'implication d'Agnifilo dans l'affaire Diddy souligne la gravité des accusations et le type de défense juridique nécessaire. Sa présence indique à quel point la situation de Diddy est grave et le niveau d'expertise requis pour combattre des allégations aussi importantes, en particulier lorsque l'image publique passée d'un accusé et ses relations sont remises en question. Le départ d'Agnifilo est-il le signe de problèmes potentiels dans la stratégie de défense de Diddy? Ou fait-il partie d'un plan plus vaste? L'avocat de la défense Mark Agnifilo est à l'origine de cette demande au sein de l'équipe de Diddy. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement parce qu'il a représenté plusieurs accusés de premier plan. Notamment Keith Raniere, le chef de la secte Next Ivory M, et Roger, un ancien banquier de Goldman Sachs qui a été condamné pour corruption et blanchiment d'argent. Avant de nous plonger plus en détail dans ces affaires, examinons le parcours d'Agnifilo. Il a obtenu une licence en philosophie et en sciences politiques au Connecticut College en 1986 et a ensuite obtenu son doctorat en droit à la Brooklyn Law School en 1990 où il a reçu le prix American Jurisprudence Award pour ses performances exceptionnelles en matière de plaidoirie. Agnifilo a commencé sa carrière en 1998 au bureau du procureur américain du district du New Jersey, où il a été chef de l'unité des crimes violents, se concentrant sur les affaires liées au meurtre, au blanchiment d'argent, à l'extorsion et au trafic de drogue. Au bureau du procureur américain,
Agnifilo s'est imposé comme un expert reconnu à l'échelle nationale dans les poursuites pénales complexes et la loi RICO, qui est exactement ce pourquoi Diddy est actuellement accusé. Il est resté dans le cabinet jusqu'en 2006 date à laquelle il a rejoint le cabinet d'avocat Benjamin Brafman, qui avait déjà représenté Diddy dans un procès lié à une fusillade dans une boîte de nuit de New York. L'analyste juridique Bruce Rivers a partagé ses réflexions sur les graves conséquences auxquelles Diddy pourrait être confronté, notamment en ce qui concerne les directives fédérales en matière de condamnation pour les accusations de RICO et de trafic. Ces directives sont notoirement sévères, en particulier pour les accusés confrontés à de multiples allégations suggérant un modèle de crime organisé. Rivers a souligné que si Diddy était reconnu coupable de ces accusations graves, il pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans des affaires fédérales comme celle-ci, les enjeux sont incroyablement élevés, transformés. Ce qui pourrait être considéré comme un simple procès de célébrité en une affaire sérieuse, où l'une des plus grandes icônes de la musique est confrontée à la menace de perdre sa liberté. L'analyse de Rivers montre à quel point les affaires RICO peuvent être graves. Dans de tels cas, une simple conspiration peut conduire à une condamnation, ce qui rend la situation de Diddy encore plus précaire. De plus, des rapports troublants font état de Combs, qui aurait donné des coups de pied et jeté des objets sur ses victimes, et même traîné certaines d'entre elles par les cheveux. Il est important de noter que ces victimes avaient souvent besoin de perfusions intraveineuses pour se remettre de l'effort physique et de la consommation de drogue. Les preuves contre Diddy s'accumulent, notamment des téraoctets de séquences vidéo et une importante réserve d'huile pour bébé. Les accusations de RICO sont au cœur du dossier de l'accusation, regroupant de multiples allégations en vertu d'une loi généralement utilisée pour lutter contre le crime organisé. Les lois RICO permettent aux procureurs de faire valoir que diverses infractions présumées, telles que le trafic, la mauvaise conduite ou la coercition, sont liées entre elles au sein d'une structure organisée. Cela crée un scénario difficile pour la défense de Diddy, car cela élargit le champ des liens entre les preuves et complique les efforts pour répondre aux accusations individuelles sans s'attaquer au récit global. L'organisation présumée plus vaste liée à Diddy signifie que sa défense devra contester l'affirmation de l'accusation selon laquelle il existe une structure organisée derrière les allégations, qui incluent le trafic et d'autres mauvaises conduites potentielles. Comment la défense de Diddy pourrait-elle démonter une affaire fondée sur la vaste portée des infractions interconnectées du RICO? Diddy doit être jugé en mai pour trafic sexuel. Un juge de Manhattan a récemment fixé la date du procès et a abordé une ordonnance de non-divulgation qui interdit au procureur et à la défense de discuter de l'affaire ou de partager tout matériel connexe avec les médias ou le public. La défense soutient que le gouvernement a divulgué un élément de preuve préjudiciable contre Diddy lorsqu'une cassette vidéo de 2016 a été diffusée sur CNN plus tôt cette année. Cette vidéo, dans laquelle on voit Sean Diddy et son ex-petite amie Cassie dans un hôtel de Los Angeles, était restée privée pendant de nombreuses années, mais a soudainement été révélée au grand jour et montrée au public. La défense affirme que les enquêteurs ont divulgué la vidéo, tandis que les procureurs nient toute connaissance d'une fuite et rejettent les accusations portées contre eux. Le juge a indiqué qu'il pourrait organiser une audience pour examiner la question plus en détail, mais que ce processus prendra un certain temps. Pour l'instant, la défense et l'accusation soumettront des documents expliquant leur position. Depuis le début de l'enquête, l'équipe juridique de Diddy a fermement nié toutes les allégations portées contre lui. Des avocats comme Mark Agnifilo et Tenny Gagos ont déclaré publiquement que le dossier de Diddy manquait de preuves matérielles généralement nécessaires pour des accusations graves. Ils soutiennent que les accusations reposent principalement sur des preuves circonstancielles et des attaques de caractère, qui ne suffisent pas à les condamner. Cette stratégie de défense vise à présenter l'affaire comme une simple situation de type « il a dit, elle a dit », tout en remettant en question la crédibilité des allégations et des témoins impliqués. Ce faisant, ils cherchent à modifier la perception du public, en présentant Diddy comme une victime des circonstances plutôt que comme un acteur clé d'un acte criminel organisé. La question reste posée. Ce déni agressif influencera-t-il l'opinion publique et éventuellement le jury, ou bien les arguments de l'accusation ont-ils plus de poids?
Des enregistrements secrets découverts dans les maisons de Diddy suggèrent qu'il aurait pu être un voyeur, utilisant des caméras cachées placées dans ses demeures pour espionner les gens. Une plainte déposée par Little Rod a révélé que Diddy avait installé des caméras dans toutes les pièces de sa maison, y compris les salles de bain et les douches. Ces preuves indiquent qu'il a enregistré plusieurs célébrités et artistes lors d'activités potentiellement illégales. Ces individus ont été filmés à leur insu et sans leur consentement. Combs aurait des images compromettantes de tous ceux qui ont assisté à ces soirées, ce qui laisse penser que l'industrie du hip-hop dans son ensemble pourrait être ébranlée si les enquêteurs fédéraux examinent les preuves. On prétend même que Diddy possède des images impliquant Beyoncé. L'avocat de la défense Tenny Gagos a établi des parallèles entre le cas de Diddy et ceux de Harvey Weinstein et R. Kelly, qui ont tous deux fait l'objet d'un examen public intense et de récits controversés. Cependant, Gagos n'hésite pas à souligner les différences, notant que le cas de Diddy semble manquer de certaines des preuves physiques, concrètes, qui ont été cruciales pour obtenir des condamnations contre Weinstein et R. Kelly. En faisant cette comparaison, Gagos cherche à aborder et à contrer de manière proactive toute similitude, en soulignant en quoi la défense de Diddy diffère des résultats d'autres affaires récentes très médiatisées. Ces remarques soulignent l'objectif de la défense de présenter les allégations de Diddy comme étant essentiellement circonstancielles, en établissant une distinction entre la perception du public et les preuves réelles. Mais la comparaison de Gagos aide-t-elle ou nuit-elle finalement à la défense de Diddy? Compte tenu de l'intense surveillance publique entourant les affaires très médiatisées ces dernières années, la défense se sent optimiste et déclare que les choses vont dans notre sens. Elle pense qu'il y a beaucoup de gens prêts à témoigner sur ce qu'était réellement Diddy. Certains pourraient considérer cela comme typique de la culture hip-hop, mais il est important de se rappeler qu'il s'agit de délits graves en vertu des lois RICO. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Au tribunal aujourd'hui, ils ont déclaré avoir parlé à 50 témoins. Nous avons fait la même chose. Nous avons mené une enquête parallèle à chaque étape, en contactant toutes les personnes impliquées. Nous nous appuyons sur le même cercle de personnes que lui pour démontrer que nous avons un dossier solide. Il se bat avec acharnement parce qu'il est innocent et qu'il est convaincu de pouvoir le prouver. Être innocent signifie qu'il n'a rien fait de mal, alors qu'être non coupable signifie qu'ils ne peuvent pas constituer un dossier suffisamment solide contre lui. Donc, quand nous disons qu'il est innocent, suggérez-vous qu'il n'a jamais participé à aucune de ces activités? Bien que ce style de vie ait pu l'entourer, le simple fait de participer à ces activités n'équivaut pas à commettre un crime, à moins que ces activités elles-mêmes ne soient illégales. Ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est le commentaire de mon partenaire Mark au tribunal. Ils n'ont jamais prétendu que ces femmes n'avaient pas consenti à ce qui s'est passé, pas une seule fois. Des experts juridiques extérieurs à l'équipe de défense de Diddy ont pesé le pour et le contre des implications potentielles des accusations auxquelles il fait face. Ils indiquent que s'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une lourde peine de prison en raison de la gravité des allégations et des directives fédérales en matière de détermination des peines associées aux accusations de trafic et de RICO. Ces experts soulignent l'importance des facteurs en jeu, notamment les allégations de mauvaise conduite et les comportements inappropriés. Leurs commentaires publics ajoutent un regard professionnel à l'affaire, la présentant comme un moment critique dans le paysage des affaires juridiques des célébrités. Cet examen approfondi exerce une pression supplémentaire sur l'équipe de défense de Diddy, car les avis des experts ont le pouvoir d'influencer la perception du public et potentiellement d'influencer l'opinion des jurés. La question se pose de savoir si les avocats de Diddy peuvent contrer efficacement ces analyses externes fortes et comment ils peuvent atténuer l'impact de déclarations aussi influentes sur l'opinion publique et sur l'opinion du jury. L'atmosphère entourant le cas de Diddy est devenue de plus en plus tendue, en particulier avec l'apparition d'allégations concernant des faits caractérisés par une conduite inappropriée. Des rapports indiquent que lors de ces rassemblements, des substances illégales étaient présentes, et certaines jeunes femmes se livraient à des comportements révélateurs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'environnement dans lequel Diddy se trouvait. En réponse à ces accusations, Diddy aurait instauré un couvre-feu pour les mineurs présents à son domicile. L'avocat Tony Buzbee, basé à Houston, a annoncé que plus de 120 personnes ont porté plainte contre Diddy, affirmant avoir subi diverses formes d'abus,
La plus jeune de ces victimes présumées n'avait que 9 ans au moment des faits. Parmi les témoignages partagés, une personne a raconté s'être sentie mal à l'aise lorsque Diddy a mis son bras autour d'elle, exprimant son incertitude quant à savoir si cela constituait une agression. Diddy est actuellement incarcéré et fait face à des accusations fédérales de trafic sexuel et de racket. Mais il nie fermement toutes les allégations d'abus sexuels, y compris celles impliquant des mineurs. La gravité de son cas a attiré l'attention de nombreux analystes juridiques qui soulignent l'impact que les accusations de mauvaise conduite et de comportement criminel organisé peuvent avoir dans les procès de célébrités très médiatisés. Les experts affirment que les affaires impliquant des éléments du RICO, en particulier lorsqu'elles impliquent des personnalités connues, créent un précédent quant à la manière agressive avec laquelle le système judiciaire traite les allégations de mauvaise conduite au sein de l'industrie du divertissement. En conséquence, l'opinion publique peut être fortement influencée par ces analystes lorsqu'ils discutent des résultats possibles et critiquent la façon dont la défense gère les allégations graves. Pour l'équipe juridique de Diddy, ces commentaires externes compliquent le processus de sélection du jury et la stratégie globale du tribunal. Les affaires très médiatisées sont souvent confrontées à des difficultés pour maintenir l'objectivité des jurés. Et lorsque la couverture médiatique se concentre sur les avis d'experts, elle peut encore plus biaiser la perception du public, en présentant Diddy comme coupable avant même que le procès n'ait réellement commencé. Pour lutter contre cette influence, les équipes de défense cherchent généralement à démanteler des aspects spécifiques du récit de l'accusation, en particulier ceux qui reposent sur des appels émotionnels plutôt que sur des preuves factuelles solides. Au sommet de sa carrière, Diddy reste une figure emblématique et influente de l'industrie du divertissement. Ce statut complique la situation des victimes, comme cette jeune fille du nord de la Californie qui se sentait isolée et hésitante à parler de ses expériences. Elle a dû faire face à l'incrédulité que pouvait susciter le fait de révéler que quelqu'un d'aussi célèbre que Diddy lui avait prétendument fait du mal. Finalement, elle a choisi de ne se confier à personne, préférant porter plainte auprès de la police dans l'espoir que les autorités prendraient ces allégations au sérieux et mèneraient une enquête. Cependant, elle a senti un manque d'empressement de la part de la police. Quoi? Sans même mentionner le nom de Diddy, a semblé ignorer ses inquiétudes. Elle a donc eu le sentiment que révéler son identité n'entraînerait probablement aucune autre action. L'existence d'un rapport de police est importante, surtout dans des cas comme celui-ci, où de nombreuses autres victimes présumées peuvent ne pas disposer de documents officiels pour étayer leurs allégations. L'avocat de la jeune femme a souligné que ce rapport de police serait un élément de preuve crucial lors du dépôt d'une plainte civile. Il prévoit de joindre la plainte pénale à leur dossier, en fournissant le numéro du rapport pour que toute personne intéressée puisse y accéder par l'intermédiaire du service de police. Les implications de ce rapport sont considérables, car elles indiquent qu'il existe au moins un cas documenté de ces allégations et qu'elles permettent à d'autres de se manifester. Quant à la réponse de Diddy, on ne sait pas s'il a été interrogé au sujet des allégations formulées dans le rapport de police. L'impression de la victime était que les forces de l'ordre n'étaient pas intéressées à enquêter en profondeur sur ces allégations, ce qui reflète une préoccupation plus large concernant la façon dont la police traite souvent des cas aussi sensibles. De nombreuses victimes, en particulier les femmes, sont confrontées à une réalité troublante lorsqu'elles s'adressent à des policiers de sexe masculin qui ne prennent pas forcément leurs plaintes au sérieux. Cette dynamique favorise un environnement où les victimes peuvent être blâmées et humiliées, ce qui conduit de nombreuses victimes à se sentir en insécurité et sans soutien lorsqu'elles envisagent de signaler leurs expériences. L'absence d'un processus d'enquête favorable peut décourager les victimes de se manifester. Les experts juridiques se préviennent que si Diddy Sean est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la réclusion à perpétuité en vertu des directives fédérales en matière de détermination des peines. La gravité des accusations portées contre lui comprend des allégations graves telles que le racket, le trafic et le transport à des fins de prostitution, qui sont chacune passibles de sanctions potentielles importantes. L'accusation la plus grave, le trafic par la force, la fraude ou la coercition, est assortie d'une peine minimale obligatoire de 15 ans. Dans les affaires fédérales où les sanctions peuvent être sévères et cumulatives, cette accusation peut conduire à une peine d'emprisonnement à perpétuité. En outre,
Les analystes soulignent que même si la défense peut créer un doute raisonnable sur les allégations individuelles, elle peut toujours faire face à des défis importants. Les accusations RICO sont particulièrement complexes car elles permettent au procureur de faire valoir que même des allégations vaguement liées contribuent à une structure criminelle organisée. Cela signifie que la défense peut avoir du mal à séparer les incidents spécifiques, car l'accusation les présentera probablement comme faisant partie d'un effort coordonné plus vaste. L'interaction entre les avis des experts et l'opinion publique exerce une pression sur la défense pour qu'elle élabore des stratégies créatives qui remettent en question efficacement le récit de l'accusation en reconnaissant que chaque détail de l'affaire pourrait influencer des discussions plus larges sur la responsabilité et les questions juridiques de grande envergure. Ces histoires sont essentielles à comprendre, en particulier lorsque l'on discute des accusations contre Diddy. Par exemple, l'ancienne chanteuse de Danity Kane, Aubrey O'Day, a récemment déclaré « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour ». Elle a confié à TMZ que nous avons tous enterré cela en nous pour continuer à avancer. Et ce n'est pas seulement moi. Il y a des victimes dont vous n'avez même pas encore entendu parler. Nous sommes tous en train de comprendre ce que ce genre de justification signifie vraiment. Les conversations avec les victimes ont été incroyablement puissantes et émouvantes. Les réflexions d'Aubrey O'Day résonnent profondément et, bien sûr, 50 Cent a également fait connaître ses opinions, se moquant constamment de P. Diddy et soulignant les graves allégations qui l'entourent. Entouré de ça, qu'a-t-il dit hier? Je suis 50 Cent. Je suis juste en train de suivre l'émission de télévision Drew Barrymore. Et je n'ai certainement pas un 0 bouteille de lubrifiant à la maison. Ce commentaire fait de référence au plus d'un 0 bouteille d'huile pour bébé et de lubrifiant personnel qui aurait été découverte lors des raids effectués au domicile de Diddy à Los Angeles et à Miami en mars dernier dans le cadre de l'acte d'accusation. L'acte d'accusation décrit également de graves allégations d'entreprise criminelle dans laquelle Diddy est accusé d'avoir orchestré des activités impliquant des mauvais traitements envers des invités et une obstruction à la justice. L'analyste juridique Elie Honig a souligné que combiner les accusations de RICO avec celles de trafic d'êtres humains constitue un défi de taille pour la défense, car chaque accusation alourdit la peine potentielle. Parallèlement, la détention actuelle de Diddy au Metropolitan Detention Center MDC de Brooklyn contraste fortement avec son mode de vie précédent, connu pour ses conditions de détention difficiles. Le MDC impose des restrictions strictes aux libertés et propose des conditions de vie austères, créant un environnement difficile pour les détenus de haut rang. Pour Diddy, cette expérience nécessite probablement des ajustements psychologiques et physiques importants, alors qu'il doit faire face à la vie dans un établissement conçu pour minimiser les contacts avec l'extérieur et appliquer des mesures de sécurité strictes. Sa détention souligne la gravité des allégations portées contre lui, car les accusés détenus sans caution sont généralement considérés comme des risques potentiels de fuite ou des menaces pour la sécurité publique. Il y a une raison pour laquelle les gens disent qu'il ne faut pas se retrouver avec une affaire fédérale. Une fois que les autorités fédérales vous traquent et vous inculpent, les chances sont contre vous. En fait, les statistiques montrent qu'environ 95% des personnes accusées par les autorités fédérales finissent par être condamnées pour quelque chose. C'est la réalité à laquelle Diddy est confronté. Il se trouve face à un système aux ressources illimitées. Pour les accusés, il peut être extrêmement difficile de rivaliser avec une telle puissance de feu, même si cela a déjà été fait. Prenons l'exemple de l'affaire John DeLorean. Il a réussi à s'en sortir avec succès, prouvant que c'était possible. Mais la question demeure, Diddy peut-il en faire autant, bien qu'il dispose de ressources importantes? Si le dossier est aussi solide que l'ont indiqué les procureurs fédéraux, a-t-il vraiment une chance de le surmonter? Mais peut-être ne révèle-t-il pas tout ce qu'ils ont à ce stade. En général, la perception du public est à son maximum au moment où l'acte d'accusation est annoncé, car la défense n'a pas encore eu la possibilité de répondre. La réaction du public a été importante, alimentée par les comparaisons avec d'autres affaires de célébrités très médiatisées, ce qui ne fait qu'accroître la pression sur l'équipe juridique de Diddy pour traiter efficacement les allégations entrelacées. Dans les affaires impliquant un trafic coercitif, les directives fédérales laissent peu de place aux négociations de plaidoyer, ce qui signifie que si Diddy est reconnu coupable, il pourrait être confronté à une longue peine de prison.
Cette affaire mettra véritablement à l'épreuve la capacité de sa défense à contrer le pouvoir des procureurs fédéraux, en particulier dans une situation aussi médiatisée où l'opinion publique et les réalités juridiques entrent souvent en conflit. Les directives fédérales en matière de détermination des peines pour les infractions au RICO et au trafic d'êtres humains posent de sérieux problèmes, car les condamnations dans ces affaires peuvent entraîner de longues peines, voire la réclusion à perpétuité. Pour Diddy, la possibilité d'être condamné à plusieurs décennies de prison ou à une peine de réclusion à perpétuité souligne la gravité du procès, en particulier parce que les directives du RICO autorisent des peines cumulatives en fonction d'activités interconnectées. Les experts juridiques ont souligné à quel point les directives fédérales peuvent être strictes, offrant peu de souplesse en matière de clémence en matière de crime organisé. La défense de Diddy aura du mal à s'attaquer efficacement à chaque accusation et à minimiser. Le récit des méfaits organisés sera crucial pour éviter les sanctions fédérales les plus sévères. Plongeons-nous maintenant dans les dernières nouvelles sur l'affaire Diddy. Nous avons quelques dossiers récents à décortiquer, à commencer par la réponse du gouvernement aux demandes d'audience du défendeur, un mémoire détaillé et une ordonnance de non-publication. Il y a beaucoup de termes juridiques ici, alors je vais vous les décomposer. Le gouvernement aborde quelques points clés. Premièrement, il demande au tribunal de rejeter la demande de Combs d'une audience pour recueillir des preuves concernant les fuites présumées du gouvernement. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'équipe de Combs affirme que des agents de la sécurité intérieure, qui ont effectué des perquisitions dans ses propriétés en mars dernier, sont responsables de la fuite de cette vidéo controversée de 2016 qui le montre dans une altercation avec son ex-petite amie, Cassandra Ventura, dans le couloir d'un hôtel. Vous vous souviendrez peut-être que cette vidéo a été présentée dans un reportage de CNN. Le gouvernement réplique « Attendez une minute, il n'y a eu aucune fuite de documents du grand jury ici, car cela serait contraire à la loi. » Ils soutiennent que ce que la défense tente de faire est essentiellement d'empêcher l'introduction de ce qui pourrait être un élément de preuve important dans le procès de Combs. S'il s'avère que le gouvernement a divulgué cette vidéo de manière inappropriée, elle pourrait ne pas être autorisée comme preuve devant le tribunal. Le gouvernement précise toutefois que la vidéo n'était pas en sa possession au moment où CNN l'a publiée et qu'il ne l'a jamais obtenue par le biais d'une procédure devant un grand jury. Il affirme que le défendeur accuse à tort les agents du DHS, qui n'ont pas le pouvoir d'émettre des procédures devant un grand jury, d'avoir secrètement acquis la vidéo à l'insu des procureurs et de l'avoir divulguée à CNN. Le gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience pour examiner les preuves et rejeter ces allégations comme étant sans fondement. De plus, les procureurs notent qu'ils ont reçu la vidéo intercontinentale en même temps que tout le monde, le 17 mai 2024 lorsque CNN l'a rendu public. Ce matin-là même, l'équipe juridique du défendeur a contacté les procureurs pour les informer que CNN avait la vidéo et a exprimé des inquiétudes quant au fait que quelqu'un aurait pu la partager avec la chaîne. Mais voici la situation. Les procureurs ont déclaré « Nous n'avons pas la copie originale de cette vidéo. Nous ne l'avons jamais reçue. Nous l'avons recherchée et étions au courant de son existence avant qu'elle ne soit rendue publique. » Ce qui signifie qu'ils savaient qu'elle était quelque part, mais ils ont compris qu'elle avait disparu du serveur de l'hôtel. Il existe bien sûr des allégations selon lesquelles Combs aurait joué un rôle dans la disparition de cette vidéo, notamment en tentant d'influencer un agent de sécurité. Le gouvernement affirme donc que cette vidéo n'a jamais été soumise au grand jury. Il a même communiqué avec les avocats de Combs par courrier électronique, indiquant qu'il n'avait pas la vidéo avant sa diffusion par CNN. En fait, dans un courriel du procureur Emily Johnson à l'équipe de défense de Sean Combs, qui fait partie de ce dossier, elle a déclaré « Pour clarifier, si nous comprenons bien que le DHS ne possédait pas la bande vidéo avant que CNN ne la publie,